Donc, je suis Franck Sema, je travaille au CHRU de Lille en tant que responsable du service d'imagerie fonctionnelle, d'imagerie moléculaire au CHU, qui s'intéresse à l'exploration de nombreuses maladies, qu'elles soient neurologiques ou autres. Et dans les maladies neurologiques, nous examinons beaucoup de patients qui ont une suspicion de maladie d'Alzheimer ou d'une autre démence ou d'un autre trouble cognitif. Alors, le métier d'un imageur, c'est d'avoir des demandes d'examen complémentaires faites par les médecins qui suivent les patients. Ces médecins nous prescrivent des examens, mais ils nous expliquent le contexte, pourquoi ils attendent un résultat d'un examen. Et l'imageur a une vraie responsabilité médicale dans la réalisation de cet examen. Il peut dire c'est une bonne idée, c'est une bonne indication, ou alors tel examen ne va pas permettre de répondre à la question qui est posée par le clinicien. Donc il s'offre à lui plusieurs possibilités, soit de trouver que l'examen est tout à fait adapté à la question qui est posée par le clinicien, et donc l'examen va être réalisé, soit la question est particulièrement bonne et légitime, et l'imageur pense qu'il existe des examens qui vont permettre de répondre à cette question, mais peut-être pas celui qui a été demandé, et donc il a la responsabilité médicale, réglementaire, légale, de proposer un autre examen qui répondra mieux à la première question. Donc on va réorienter cet examen. La troisième possibilité qui peut arriver aussi, c'est de penser que la question qui est posée ne pourra pas être répondue, on ne pourra pas répondre à cette question avec un examen qui est fait régulièrement chez nous. Et dans ce cas-là, l'imageur va expliquer au clinicien que malheureusement, en fait, il pense qu'il ne faut pas réaliser cet examen parce qu'il ne va pas permettre de répondre à la question. Donc là, va s'engager une discussion avec le clinicien pour soit modifier le type de question, soit réorienter sur un autre type d'examen, d'imagerie, de biologie, une autre procédure. Alors, les examens d'imagerie ont beaucoup évolué au cours des dernières années, des dernières décennies. Donc, on ne peut pas attendre que les cliniciens aient une connaissance parfaite de toutes les modalités qui s'offrent à lui. Donc, si une modalité nouvelle arrive, on pourra estimer que la modalité nouvelle permettra de mieux répondre à une question qu'une modalité plus ancienne. Donc, c'est dans la discussion du quotidien de savoir quel est l'outil le plus adapté. On ne peut pas tout savoir sur tout dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Et donc on a besoin d'échanges avec des spécialistes. C'est ce que vous faites dans votre vie personnelle dans beaucoup de domaines. Quand vous êtes dans un magasin, que vous cherchez à acheter un appareil photo, eh bien vous avez peut-être une idée en tête, mais peut-être qu'à la sortie du magasin, vous aurez acheté un autre appareil photo parce que le vendeur qui vous aura donné des arguments vous aura dit que finalement une autre machine correspondait beaucoup plus à votre demande. On est dans le même domaine. J'ai pris l'exemple de l'appareil photo parce que c'est un bon exemple pour un imageur. C'est-à-dire que les évolutions de la technique de nos appareils photo, de nos téléphones, de nos smartphones, de nos tablettes, de nos ordinateurs ont été colossales en une dizaine d'années. Et on a connu les mêmes types d'évolutions pour les examens d'imagerie. Et il est très très difficile pour nous tous de suivre toutes ces évolutions technologiques, celles de la vie de tous les jours. C'était exactement pareil pour l'imagerie. Les progrès ont été colossaux en une dizaine d'années. Alors, notre vision de l'imagerie fonctionnelle, ou qu'on appelle aujourd'hui imagerie moléculaire parce qu'on utilise des molécules pour faire de l'imagerie, donc une imagerie qui n'est plus seulement l'anatomie du cerveau, mais le fonctionnement du cerveau. Donc cette vision de l'imagerie a beaucoup évolué grâce à toutes les possibilités que l'on a aujourd'hui. Alors on dit toujours toutes les possibilités, mais en fait ces possibilités sont faible par rapport à ce que l'on aimerait voir ou visualiser aujourd'hui. Donc on est au début d'une révolution en imagerie, celle de l'imagerie moléculaire. Donc il est évident qu'on n'est pas satisfait de l'imagerie d'aujourd'hui. On est comme il y a 10 ans quand on pensait, je vais reprendre l'analogie avec le téléphone qui est finalement une bonne analogie. Nos téléphones portables il y a une dizaine d'années avaient peu de fonctionnalités. Enfin, c'était des téléphones, donc quand même, ils permettaient d'appeler, ils permettaient d'être en contact. Et puis, progressivement, on a vu que d'autres fonctionnalités pouvaient être associées au téléphone, parfois même au détriment de la fonctionnalité initiale. Et on est dans ces développements où on voit que des outils nouveaux vont apparaître, ils sont en train d'apparaître, on a des tas d'envies, tous, les uns, les autres, les imageurs, les cliniciens, les chercheurs, tout le monde a envie d'aller plus loin. Et on commence à se dire,
ça va être possible. Alors ce n'est pas possible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a que peu de cibles qui peuvent être étudiées en imagerie aujourd'hui. Les machines ont des limitations qui sont encore importantes, mais le progrès fait en 5 ans ou en 6 ans est absolument colossal et bien supérieur à tous les progrès qui avaient été faits avant. Donc beaucoup d'espoir. On voit que les choses commencent à avancer, à se réaliser dans 2 domaines. Le premier, c'est le domaine de la machine en elle-même, ce qu'on pourrait appeler le hardware pour un ordinateur, c'est-à-dire la capacité qu'a la machine de fournir des images d'une grande précision, avec une très bonne résolution spatiale, de pouvoir séparer des régions qui sont très proches les unes des autres. Ça, c'est la première partie. Donc les machines gagnent en précision, souvent d'ailleurs en s'associant les unes avec les autres. On ne parle plus d'une seule modalité, mais nos machines, elles sont dites hybrides. Alors hybride, c'est un peu comme les voitures, c'est-à-dire qu'il y a souvent 2 technologies qui sont associées. Une technologie particulièrement précise en imagerie anatomique. On connaissait le scanner est détrôné par l'IRM. Donc on va essayer d'associer une technologie qui est très précise en définition anatomique, puis une technique qui va être très précise pour déterminer certains types de fonctionnement du cerveau. Alors dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, les plaques amyloïdes, voir les plaques amyloïdes, ou voir le cerveau fonctionner, c'est-à-dire des zones qui fonctionnent beaucoup, en comparaison avec des zones qui fonctionnent peu. Donc on voit à la fois ces progrès sur le plan de la technique de détection, et puis ces progrès sur les outils qui permettent de voir plus quelque chose de neuronal, l'activité des neurones, l'activité des cellules du cerveau. Est-ce qu'on est dans le désir de nouvelles technologies ou est-ce qu'on est dans le besoin de nouvelles technologies? Alors on peut reprendre l'exemple de l'appareil photo numérique qui est apparu il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Au début, quand l'appareil photo numérique est apparu, la résolution spatiale de l'image était extrêmement mauvaise. Vous vous souvenez peut-être des premiers appareils photo numériques qui ont été commercialisés. Ils faisaient 0,1 à 0,3 millions de pixels. Donc on pouvait sortir des toutes petites images qui étaient de mauvaise qualité. Et puis ça a rapidement progressé. Alors à ce moment-là, je me souviens très bien de la discussion qu'il y avait, c'est la photo numérique n'a pas d'avenir parce qu'elle n'est pas de bonne qualité et un appareil photo classique, dit argentique, sera toujours de meilleure qualité. Donc je ne vois pas pourquoi je m'équiperais à un appareil photo numérique puisque de toute façon, ça sera toujours mauvais. Aujourd'hui, 10-15 ans plus tard, 15 ans plus tard, on s'aperçoit que la photo numérique a toutes ces lettres de noblesse, qu'elle est extrêmement utilisée. Bien sûr, on peut toujours utiliser argentique, mais la photo numérique domine. Et puis, elle peut être utilisée, comme vous l'avez dit, pour filmer maintenant. Les appareils photo numériques peuvent filmer. Je crois qu'en imagerie, on en est un peu au début de cette période-là. C'est-à-dire qu'on a découvert la photo numérique, on a découvert qu'il y a des possibilités, on voit vers quoi on va aller, mais on n'est pas dans le désir, on est dans le besoin. C'est-à-dire que les développements technologiques qu'on a vécus pendant les 10 dernières années sur le plan de l'imagerie moléculaire, ils sont énormes. On voit les prochains développements qui sont aussi extrêmement importants, en particulier le couplage entre la tomographie par émission de positons qui permet de faire de l'imagerie fonctionnelle et l'IRM qui a cette résolution qu'on connaît tous, cette précision anatomique, ce couplage, et c'est quelque chose qui est en train d'être développé. On est dans le développement, puisque finalement, même s'il y a quelques machines installées en Europe et dans le monde entier, pour l'instant en France, il n'y a aucune machine installée. Donc on voit que c'est des choses qui sont en train de se faire. Donc là, on est vraiment, quand on peut identifier clairement le besoin, et les progrès qui vont être associés à ce besoin, c'est qu'on n'est pas dans le désir d'une nouvelle machine, un tout petit peu plus de quelque chose. On n'est pas dans le un peu plus, on est dans le vrai besoin. Donc ça, c'est vrai pour les machines de détection. C'est aussi vrai pour les cibles, c'est-à-dire quel type de neurones on va pouvoir voir en imagerie. On parle, dans la maladie d'Alzheimer, on parle du fonctionnement de ces cellules, c'est-à-dire une cellule qui marche à plein régime, qui fonctionne bien, va utiliser son énergie à elle. Son énergie, c'est de l'oxygène et du sucre. Donc on peut voir comment ces cellules utilisent du sucre. Autrement dit, dans une région qui marche bien, elle le consomme beaucoup. Dans une région qui ne marche pas bien, elle ne le consomme pas. Ça, on peut le voir.
La résolution spatiale ne sera pas suffisante, mais ça, on peut déjà le voir. On peut voir aussi si le cerveau a accumulé des plaques amyloïdes. Mais on ne peut pas voir beaucoup d'autres aspects sur lesquels les gens travaillent, les protéines tau et d'autres aspects extrêmement nombreux. Donc on est plutôt au début du développement de ce genre de choses, et donc pas dans le désir réel, mais dans un besoin de fournir aux cliniciens des réponses plus adaptées. Ce que l'on peut voir, c'est de faire un panorama de ce qui est disponible aujourd'hui en imagerie. Donc, quand on a quelqu'un qui se plaint d'un trouble cognitif et que le patient et son entourage va voir un médecin et que le médecin voudrait savoir un peu ce qui se passe dans la boîte crânienne, on rappelle que la boîte crânienne, elle est fermée, donc aller explorer la boîte crânienne, ça nécessite des outils d'imagerie assez performants pour voir au cœur de l'os, voir le cerveau. Qu'est-ce que l'on peut faire ? On peut voir l'anatomie du cerveau. On sait que dans certaines maladies dégénératives ou non, eh bien, il y a des zones du cerveau qui vont devenir atrophiques, qui vont avoir une perte de neurones importante que l'on peut voir. Voir dans quelle région les neurones ont disparu va aider le clinicien à faire un diagnostic plus précis. Ça, c'est le domaine de l'IRM. L'IRM, qui a supplanté le scanner il y a maintenant quelques années, permet avec une énorme précision, une très grande précision plutôt, de l'ordre du millimètre ou même moins, d'aller vous dire quelle est la zone qui a perdu des neurones. Et les progrès en IRM, c'est d'avoir des machines de plus en plus performantes. Donc l'IRM, c'est un champ magnétique, donc d'avoir autrement dit des machines dont le champ magnétique est de plus en plus élevé pour avoir une meilleure précision. Le clinicien va toujours faire un examen, pratiquement toujours faire un examen en IRM s'il n'y a pas de contre-indication. C'est la première information qu'il va utiliser. Et il va l'utiliser en complément de toutes les autres informations dont il a à sa disposition, l'examen clinique, l'interrogatoire du patient, de son entourage, des échelles qui peuvent être réalisées de tests et de capacités cognitives, et puis l'IRM, et puis des examens biologiques, des prises de sang qui vont l'informer beaucoup. Alors, si ces données ne sont pas suffisantes, et uniquement si ces données ne sont pas suffisantes, il pourra faire appel à d'autres mesures qui sont un peu plus sophistiquées, parfois un peu plus coûteuses d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'imagerie est coûteuse. Quand je parlais de désir tout à l'heure, c'est-à-dire que sur des machines extrêmement coûteuses, on ne peut pas se permettre de faire des examens qui seraient très coûteux pour la société s'ils n'apportent pas une vraie plus-value pour le clinicien. Donc si il est nécessaire d'en savoir plus, on pourra faire des examens dits d'imagerie fonctionnelle ou moléculaire. Le premier que l'on peut réaliser, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'examen du fonctionnement du cerveau. Un neurone qui marche bien a besoin d'énergie, donc de sucre, de glucose. Et donc on va pouvoir analyser la consommation en glucose de ces cellules. On va voir quelles sont les régions qui fonctionnent, quelles sont les régions qui ne fonctionnent pas. Il y a une très bonne relation entre une région qui ne fonctionne pas et la perte des fonctions chez un patient qui se trouve dans cette région. Donc ça va être la première étape, qui était la seule disponible jusqu'à aujourd'hui pratiquement. Et maintenant, ce que l'on commence à voir arriver, ce sont d'autres possibilités, comme par exemple de voir si le cerveau d'un patient a accumulé des plaques amyloïdes en quantité ou pas en quantité, sachant que certaines maladies vont être associées à un dépôt excessif de plaques amyloïdes et d'autres ne seront pas associées à ce dépôt de plaques amyloïdes. La maladie d'Alzheimer est associée à un dépôt de plaques amyloïdes. Mais ce ne sont pas des outils diagnostiques. Ce sont des aides à essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des patients qui sont venus consulter. On peut très bien avoir des plaques amyloïdes et ne pas avoir une maladie. Il ne s'agit pas du tout d'un outil diagnostique de la maladie d'Alzheimer. L'imagerie est rarement un outil diagnostique. L'imagerie, c'est une aide pour comprendre un ensemble de phénomènes, et c'est après au clinicien de faire la synthèse de l'ensemble et de dire « je pense » qu'avec tous les éléments que j'ai en ma possession, ce patient a plutôt cette maladie ou plutôt une autre maladie. Il faut considérer, et c'est ça qu'il faudra arriver à considérer maintenant, il faut considérer qu'un examen d'imagerie, c'est comme un examen de génétique. En génétique, on va trouver des facteurs de susceptibilité à certaines maladies. Et ça choque personne que l'on dise ça.
Nous avons trouvé un gène, une mutation qui fait dire que ce patient a plus de risques qu'un autre d'avoir la maladie. Mais pour les imageurs, la nouvelle imagerie moléculaire, on est dans le même domaine, c'est-à-dire d'être capable de montrer in vivo chez ce patient qu'il a un taux, un nombre de plaques bien supérieur à une population référente du même âge. Et bien c'est un facteur de risque clair de développer une maladie, dans le cas qui nous intéresse, une maladie d'Alzheimer, alors que c'est un facteur qui va aller contre le développement d'autres maladies qui pourront, elles, être éliminées. Donc il faut le prendre non comme des examens diagnostiques, mais comme de la génétique, comme des examens qui montrent une certaine susceptibilité à avoir une maladie. Et alors, quand on rentre dans ce cadre-là, ben pour le clinicien, c'est plus simple à comprendre. Le clinicien va avoir tout son bilan et il va avoir des examens qui lui disent oui, effectivement, le risque d'avoir une telle maladie, ben il est supérieur chez ce patient à d'autres patients. Donc ça va aller dans son sens, vers une maladie d'Alzheimer, par exemple. Ou au contraire, ce qui est aussi extrêmement fort, dire ah non, le risque de développer un autre type de démence dans lequel, par exemple, il n'y a pas d'accumulation de plaques amyloïdes, il est extrêmement faible, et on pourra presque dire que l'imagerie, finalement, a éliminé ce diagnostic, et que ce diagnostic est peu probable. Donc l'utilité clinique, elle est importante, surtout quand on ne voit pas ces examens comme un examen qui pose le diagnostic. L'utilité en recherche, elle est tout autre. L'utilité en recherche, la finalité va être d'une part de comprendre la maladie, mais en fait de la traiter. Et quand on discute avec les chercheurs fondamentalistes, ils vont vous dire que bien comprendre une pathologie, la physiologie qui est associée à cette maladie, l'objectif final, c'est de développer des médicaments, donc de bien comprendre dans quelle voie de recherche il faut aller. L'imageur va se mettre exactement dans le même axe, c'est-à-dire comment utiliser l'imagerie pour arriver à mieux cerner des indications. Et donc, par exemple, ce que l'on peut faire quand on développe une thérapeutique de la maladie d'Alzheimer, quand on va faire un essai chez des patients, eh bien, peut-être que si la thérapeutique vise les plaques amyloïdes, il faut s'assurer avant l'essai thérapeutique, que tous les patients ont des plaques amyloïdes dans leur cerveau. Et donc de faire un examen à l'entrée d'un essai thérapeutique chez des patients pour montrer que les patients ont des plaques amyloïdes va augmenter les chances de succès de trouver un médicament qui soit actif là-dessus. Donc on voit que les deux utilisations ne sont pas du tout identiques, les deux modes de réflexion ne sont pas identiques et qu'on a cette utilisation dans les deux modes cliniques et fondamentales. Et c'est ce qui se fait en pratique ici, par exemple, au CHU de Lille, on utilise l'imagerie des plaques amyloïdes dans ces deux indications. Alors, il y a des analogies entre l'imagerie et la génétique, il peut y avoir des grosses différences. C'est vrai qu'en imagerie, on est au contact du patient, c'est-à-dire qu'on voit le patient avant son examen et que lorsque vous avez passé un examen d'imagerie, vous attendrez des résultats. Et donc le médecin peut donner des résultats à la sortie de l'examen. Et l'imageur doit donner des résultats qui sont cohérents avec l'examen qu'il a réalisé. C'est-à-dire que s'il a réalisé un examen, on va reprendre l'exemple des plaques amyloïdes parce que je pense que c'est un bon exemple. Un examen de plaques amyloïdes chez un patient. À la fin de l'examen, quand on aura vu, il y a deux solutions, où il n'y a pas de plaques amyloïdes ou il y a des plaques amyloïdes. Que va dire l'imageur au patient ? Ce que ne doit pas dire l'imageur, c'est au patient ou à son entourage, nous avons fait le diagnostic, il a une maladie d'Alzheimer. Ça, c'est absolument banni de notre vocabulaire. Si l'examen cherche à visualiser des plaques amyloïdes, l'imageur doit prendre le temps d'expliquer au patient ou à son entourage, voilà, l'examen a mis en évidence qu'il y avait un excès de plaques amyloïdes chez cette personne en comparaison avec la population normale, qui est un facteur de risque comme tant d'autres. Et Philippe Amouyel en reparlait ce matin en reprenant l'exemple du cholestérol. Le cholestérol est un facteur de risque vasculaire. On ne va pas dire, quand on a dosé le cholestérol chez quelqu'un et que son cholestérol est trop élevé, en fonction des dosages bien sûr, eh bien, vous avez
un infarctus du myocarde ou une angine de poitrine. On dira vous avez une élévation du cholestérol qui mérite après un traitement, parce qu'il y a traitement ou il n'y a pas de traitement, mais qui n'est un facteur de risque. Donc il faut que l'imageur prenne le temps d'expliquer l'examen qui a été fait. Alors que le patient, lui, aura souvent en tête qu'il va faire un examen pour savoir s'il a une maladie d'Alzheimer ou pas. Donc il faut recadrer le discours, et c'est assez difficile parce que le patient a ses angoisses, le patient et son entourage a son angoisse du diagnostic parfois. Et donc va recadrer sa question sur l'angoisse du diagnostic, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez raison, c'est un problème de société, c'est-à-dire qu'à la fois on veut éliminer les risques, mais c'est une société où les gens sont très anxieux, très inquiets de leur santé, très inquiets de leur devenir. Et la réponse à cette anxiété, cette inquiétude vis-à-vis de la maladie, de la mort, aujourd'hui, elle a tendance à être donnée par des examens, par des preuves, et pas par le bon sens du médecin qui suit. Et c'est le médecin clinicien qui a ce métier de faire la synthèse de l'ensemble. Or, on va attendre les uns les autres, quand on est dans cette crainte-là, l'examen qui dit « Ah ben non, finalement, je ne l'ai pas, ça va bien ». Ce qui peut exister, parce qu'en imagerie, si vous pensez que vous avez une maladie d'Alzheimer, et si l'examen est strictement normal, l'examen des plaques amyloïdes, votre probabilité d'avoir une maladie d'Alzheimer est extrêmement faible. Pour certains, elle est voire nulle. Mais si la probabilité d'avoir une maladie d'Alzheimer est nulle, on peut aussi se poser la question, oui, mais c'est un symptôme qui a amené le patient consulter, il garde son symptôme. On ne peut pas être soulagé parce que la probabilité d'avoir une maladie d'Alzheimer est nulle. On a gardé son symptôme, cette plainte cognitive, voire plus, qui sous-entend que c'est peut-être pas une maladie d'Alzheimer, mais c'est peut-être autre chose, et peut-être quelque chose de bien pire, allez savoir. Donc effectivement, notre société cherche des réponses, elle cherche des réponses très technologiques à nos interrogations qui sont des angoisses, en fait, des angoisses de vie, de mort, de maladie. Ce moment de notre existence professionnelle est passionnant. Est passionnant parce qu'on voit que les outils se développent et qu'on va apporter notre pierre à un édifice qui est la compréhension et la prise en charge de certaines maladies. C'est-à-dire que tous ces progrès technologiques que l'on voit tous les ans, je veux dire, il n'est pas envisageable de faire une conférence cette année qui sera la même que celle de l'année dernière. C'est pas envisageable. Ça fait des années et des années que ça ne m'est jamais arrivé. Et ça ne va pas nous arriver pendant les 10 ans qui viennent. Donc, ça veut donc dire que les progrès sont énormes et qu'à chaque progrès, ça nous permet d'avoir à la fois une réflexion technologique sur ce que l'on fait, comment le faire, comment faire mieux, et puis une réflexion éthique sur la société, qu'est-ce que l'on doit dire, comment s'insérer dans tout la chaîne du diagnostic qui va de la première consultation à l'annonce du diagnostic, le suivi, etc. Donc l'imageur s'est complètement inséré dans cette chaîne, et c'est ce que font aussi les généticiens aujourd'hui, qui s'insèrent dans la chaîne. Au départ, ils n'étaient pas dans cette chaîne, ils s'insèrent dans cette chaîne. Les biologistes s'insèrent dans la chaîne. Donc tout le monde est en train de faire ensemble une énorme chaîne qui va partir de la découverte du symptôme à la prise en charge du patient. Moi, je travaille dans un établissement public, donc l'aspect coût est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire qu'on considère que c'est de l'argent public, les contribuables, nous participons tous à cet effort financier pour acquérir nos machines. Donc, les contraintes de coût, on les intègre de façon extrêmement importante et on réfléchit bien à l'utilisation de cet argent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, il y a des examens qu'on va décider de ne pas réaliser parce qu'on estime qu'ils sont trop coûteux pour une réponse qui va être incertaine, et donc on fait le choix de ne pas réaliser ces examens. On est dans cette démarche de coût. Il est certain que tout est très coûteux. Ces machines sont très coûteuses, comme toute machine que l'on peut vendre aujourd'hui. Toute technologie est coûteuse. Donc on intègre complètement dans nos travaux, que ce soit de la clinique ou que ce soit de la recherche, l'intérêt que peut représenter la dépense vis-à-vis des résultats escomptés. Les cliniciens intègrent aussi ça. Il est certain que
si des examens plus précis permettent, par exemple, de réduire une hospitalisation, ces examens prennent tout leur poids. On a vu que des examens dans d'autres domaines, je change de domaine, mais des examens, par exemple en cancérologie, on remplace un seul examen peut arriver à remplacer 3, 4, 5, 6, 10 examens. Si on est dans cette réflexion-là, on se dit finalement un examen, même s'il est un tout petit peu coûteux, s'il remplace 10 examens, l'économie générée pour la société est importante. Donc on intègre complètement cette notion de coût en gardant en tête ce que vous avez dit, c'est-à-dire que tous les progrès ont des coûts, que ne pas aller de l'avant, ne pas investir, c'est régresser, que l'expérience des décennies qui nous ont précédés ont montré que l'immense majorité des progrès technologiques a apporté quelque chose. On a peu d'exemples en tête de progrès technologiques en médecine qui finalement, au bout de quelques années, étaient jetés par la fenêtre. On a dit, finalement, ça ne sert à rien. C'est vrai que dans notre vie au quotidien et puis dans notre vie professionnelle, la machine, l'ordinateur a pris une place essentielle et un service d'imagerie qui n'aurait pas d'électricité serait bien démuni. On peut aussi voir que de temps en temps, c'est bien aussi de savoir prendre du recul là-dessus. Et je pense que c'est aussi ce qu'on nous demande, c'est-à-dire de prendre du recul sur nos machines, de savoir se réunir, discuter, regarder le niveau de preuve des examens qui ont été faits, les études. Et ça nécessite surtout pas de machine, surtout pas d'ordinateur pour discuter et prendre le recul suffisant pour voir dans quelle direction il faut aller. Ça, je crois qu'il faut, comme vous l'avez dit, il faut qu'on se force à faire ça. Et on se force à faire ça au quotidien. De temps en temps, prendre du recul, dire voilà, on arrête, on ne regarde pas les examens, on ne prend pas d'ordinateur et on discute. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est des discussions de groupe ou des discussions individuelles qu'il faut avoir sur la qualité de notre travail, sur l'éthique de ce que l'on fait, sur une réflexion globale. Ça, après, c'est chacun à voir comment il veut aborder ce problème. Mais c'est un vrai problème. L'imagerie d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, ou d'aujourd'hui dans certains endroits, les gens regardaient les images d'un patient et se faisaient une idée de cette image. Les progrès technologiques font qu'aujourd'hui, dans le service, quand on regarde l'image d'un patient, on regarde l'image du patient, on se fait une idée, c'est très important, c'est la base de tout, mais on a tout de suite l'accès à une comparaison statistique avec des bases de données de gens qui n'ont pas la pathologie. Donc on a acquis des certitudes grâce à l'informatique. Ce sont des vraies certitudes, ça a été validé. On est dans l'imagerie qui est fiable, malgré parfois les reproches que l'on peut entendre. L'imagerie, elle est validée par des outils statistiques, les mêmes que dans beaucoup d'autres domaines, qui vous disent, attention, là, il y a une vraie anomalie, c'est sûr. Voilà, ça a été montré et c'est accessible maintenant en 30 secondes. Ça ne nécessite plus des jours et des jours de travail de recherche. Donc ces nouvelles technologies ont apporté beaucoup dans la fiabilité, dans la sécurité des données qu'on peut donner. Et ça, c'est vraiment très important.